Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast qui cette fois-ci est également disponible au format vidéo sur YouTube comme vous pouvez l'apercevoir. Aujourd'hui j'accueille Rezal et Ardit, deux étudiants en médecine humaine à l'université de Genève. Et ces deux-là ont une trajectoire tout à fait particulière, vous allez le voir, étant donné que Rezal est issu d'un bachelor en sciences politiques et Ardit d'un bachelor en soins infirmiers. Ainsi, nous allons passer par les différentes questions habituelles, en parlant de leur parcours, mais aussi des difficultés auxquelles ils ont dû faire face. Petit disclaimer tout de même, vous remarquerez que le son de mon acolyte Simon et le mien revient extrêmement clair, tandis que celui de Rezal et Ardit a connu quelques péripéties malheureusement. J'ai apporté quelques modifications en espérant que cela vous permettra tout de même de prendre du plaisir à regarder et écouter cet épisode. Sur ce, je vous laisse en compagnie de notre discussion. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast. Aujourd'hui on se retrouve pour une édition un petit peu spéciale car oui, je ne suis pas face à une seule personne mais je suis face à deux personnes et je suis également en compagnie de Simon. Simon, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors Simon, les auditeurs ne te connaissent pas forcément, est-ce que je peux te demander de te représenter éventuellement ? Oui, donc voilà, comme tu l'as dit, Simon, je travaille avec toi sur le Medicast, le plus souvent dans l'ombre, et puis aujourd'hui, je suis là pour co-animer cette émission avec toi. Très exactement, et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui nous avons deux invités, nous avons Rezal et Ardit. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons peut-être commencer cette émission simplement en vous demandant de vous présenter, peut-être en passant par les grandes lignes. Est-ce que je peux te demander, Rezal, peut-être de commencer ? Et bien sûr, je m'appelle Rezal Dalga, je suis étudiante en médecine. Et avant ça, j'ai fait un bachelor en sciences politiques. Et voilà. Très bien. Ardit, est-ce que je peux te demander de faire le même exercice, s'il te plaît ? Ouais, alors moi c'est Ardit, aussi étudiant en médecine humaine à l'Université de Genève. Avant ça, j'ai fait un bachelor en soins infirmiers. Mhm. Et voilà. D'accord, chose qui est très intéressante parce que moi-même et Simon avons également fait ce même bachelor en soins infirmiers. Simon, est-ce que je t'ai demandé de retracer également ton parcours académique dans les grandes lignes ? Oui, alors dans les grandes lignes, j'ai, comme tu l'as dit, fait le bachelor en soins infirmiers à la Haute École de Santé de Genève, et actuellement, je suis à un cursus de maîtrise en psychologie clinique. Mhm. Maîtrise, donc l'équivalent du master. Voilà, un master exactement. Ok. Et pour rappel, pour ma part, je suis en master de technologie éducative, donc à l'Université de Genève également, faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Donc on ne va pas perdre trop de temps, nous allons directement peut-être parler du fait que vous avez pris un chemin assez spécifique, c'est-à-dire que vous avez tous les deux pris la médecine, mais avant ça, vous avez eu un bachelor, pour Ardit le bachelor en soins infirmiers, pour Rezal le bachelor en sciences politiques. La première question que j'ai envie de vous poser, peut-être d'abord à Rezal, c'est quel vécu en fait a conditionné cette volonté d'évolution, de passer de sciences politiques vers la médecine ? Déjà, j'ai fini mon bachelor en sciences politiques à l'Université de Lausanne. Après ça, j'ai eu l'expérience pendant une année, j'ai pu faire des stages, j'ai travaillé. Et en fait, j'ai vu que c'était un métier qui était très administratif, où on avait souvent des dossiers, où on était face à un ordinateur. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit que je voulais me tourner vers une activité où j'avais beaucoup plus de contact avec les gens. Et en plus de ça, j'avais ma sœur qui était également en médecine. Et donc, elle m'a toujours un peu motivée à choisir cette voie-là. Et j'ai toujours eu un peu dans la tête la question de médecine. Et du coup, je me suis lancée après ça. Donc, c'est vrai que ça allait très vite. Je me suis un peu lancée sans vraiment me poser des questions. Mais le fait d'avoir eu cette expérience déjà dans le travail, ça m'a beaucoup motivée à changer de voie. C'est intéressant ce que tu dis parce que il me semble que tu as utilisé les termes tout est allé un petit peu vite et tu as fait ça sans trop réfléchir, mais Non, j'ai quand même pas mal réfléchi parce que déjà après la deuxième d'année, quand je disais très vite, c'est que là, ça me paraît vite. Comment j'en suis arrivée à là. Mais déjà, à partir de la deuxième de bachelor en sciences politiques, c'était des cours qui m'intéressaient beaucoup, mais je trouvais que ça manquait, en tout cas dans le travail, l'expérience professionnelle, ça manquait vraiment cet aspect humain, cet aspect où on partageait des choses avec les gens, et puis que vraiment, dans le métier de médecine, où je trouvais qu'il y avait une plus grande utilité, en tout cas utilité, ça prend avec des pincettes, mais plus de présence envers les autres. Et du coup, j'ai réfléchi et après, je me suis inscrite. Puis à partir de là, je trouve que ça allait très vite. J'étais déjà en première année. Ça a été tout un enchaînement d'événements, en fait. Oui, je vois un petit peu. Et pour ce qui est d'Ardit, d'ailleurs, ça m'intéresse parce que toi, tu as toujours connu en fait le milieu de la santé, finalement. Donc, quel a été pour toi ce vécu qui a conditionné cette volonté d'évolution ?
Alors, bah, déjà, avant d'avoir commencé la HEDS, quand j'étais tout petit, comme le rêve de plein d'enfants, je voulais être médecin. Mes parents aussi le voulaient. Sauf que j'étais pas très scolaire, on va dire. Du coup, je suivais pas trop les cours, j'étais pas très assidu. Puis, après le CG, donc, j'ai fait la matu. Et là, j'ai commencé à m'intéresser parce que les cours, c'était vraiment des cours par lesquels je me sentais concerné et surtout captivé. Puis, du coup, bah, c'est là où j'ai commencé vraiment à m'investir dans ma scolarité, à passer plus de temps à la bibliothèque. Et ensuite, bah, la HEDS, on commençait à apprendre de plus en plus de choses, surtout concernant la bio, la relation avec le patient. Et c'était au cours de la deuxième année, à travers mes stages, en fait, où quand je voyais le travail réflexif des médecins, il m'intriguait beaucoup et il m'intéressait aussi beaucoup. Leurs explications étaient souvent très précises et complètes, chose que je ne retrouvais pas forcément avec mes collègues. Puis, du coup, j'ai commencé à m'intéresser en fait à la médecine en deuxième année, à cette possibilité de pouvoir entrer en médecine, parce que pour moi, ça me semblait impossible en étant infirmier. Puis finalement, j'ai découvert que, bah, en ayant le bachelor infirmier, c'était faisable. Donc, j'ai commencé à y réfléchir, j'en parlais autour de moi, j'avais besoin d'avis de mes parents, mes frères, mes amis, qui en fait, bah, tous m'encourageaient à aller dans cette voie, si c'était ce qui était bon pour moi en quelque sorte. Du coup, bah, après, fin de troisième année, je me suis inscrit une fois en médecine, sauf que j'ai eu un petit souci avec l'inscription, ce qui m'a repoussé la rentrée d'une année. Du coup, bah, j'ai quand même voulu continuer la médecine, donc je me suis réinscrit l'année d'après, et ainsi de suite. D'accord. Après, pour rebondir sur ce qu'Ardit il a dit, moi c'était aussi pareil, j'étais pas quelqu'un de très scolaire et j'hésitais déjà, je me rappelle, pendant les inscriptions avec la médecine, mais vu que j'avais eu ma sœur qui avait fait ça, puis qui avait vraiment beaucoup travaillé la première et qui avait redoublé, je me sentais pas vraiment prête, alors qu'après mon bachelor en Sciences Po, puis après avoir travaillé, je trouvais que j'avais une plus grande maturité et je me sentais beaucoup plus prête à rentrer en médecine. Ce que je pense que j'aurais pas forcément réussi si ça avait été mon premier choix. En tout cas, je pense que j'aurais pas eu la maturité aussitôt. Et puis moi aussi, mon entourage qui m'a aussi beaucoup soutenu et motivé. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui vous a beaucoup aidé. Ouais, qui est important. C'est vachement important. Ouais, quand on fait une reconversion un peu, je trouve que si les gens autour ils te soutiennent, ils disent que c'est possible, que c'est bien, plutôt que des gens qui disent mais non, tu devrais déjà travailler, t'as déjà ton bachelor, tu devrais faire un master. Enfin, je pense que ça change aussi beaucoup la donne. Tu parlais du coup de maturité, c'est ça? Tu as gagné en maturité dans la première partie de ton cursus en sciences politiques. Et du coup, quel impact ça a eu en fait sur la suite de tes études en médecine? Bah, je trouve qu'il y a, par exemple, beaucoup en première année des gens qui sont en médecine pour un peu parce que médecine c'est trop cool, le statut ou plein de choses de cet ordre-là, alors que je trouve que nous, par exemple, je le vois aussi chez Ardit, mais il y a beaucoup plus cet intérêt aussi scientifique, le fait d'apprendre, le fait aussi de vouloir faire quelque chose qui peut aider les gens, le fait d'être impliqué aussi émotionnellement. Et je trouve que cette maturité-là, elle est aussi très importante, déjà pour passer la première, parce que il faut une grande motivation, donc il faut être sûr de son choix. Et aussi pour plus tard, pour le métier futur, je trouve qu'on sait déjà dans quoi on se lance et ce qu'on veut vraiment faire. Et je le vois dans la motivation qu'on a. On ne prend pas à la légère nos cours, tout genre de choses, quoi. Et si je peux rajouter aussi, je pense qu'avec la maturité, on acquiert une certaine discipline qui, pour ma part, en tout cas, me semblait indispensable en première année. Et que cette discipline, je l'avais pas forcément avant. Du coup, comme Reza, si j'avais fait un première plus tôt, j'aurais peut-être pas été investi de la même manière, ni d'avoir une structure de travail comme ça, quoi. Il y a un mot que tu as utilisé qui est intéressant, cette discipline. Vous pensez que c'est vraiment le mot d'ordre pour réussir la première de médecine? Pour la première, oui. Je trouve qu'il faut avoir une discipline dans le sens où il faut être capable, en tout cas, de faire des sacrifices, de pas... typiquement, ça aussi, quand on a 18 ans ou quand on a 19 ans, je pense qu'on a envie de beaucoup plus sortir, on a envie de... je pense qu'on a une vie qui est un peu plus... on a beaucoup plus d'événements. Et alors que je trouve qu'à cet âge-là, c'était plus facile de faire un pas sur des sorties, d'expliquer aussi à nos amis qu'on pouvait pas forcément. Dans cet ordre-là, je trouve que la discipline, c'est vraiment important. Et aussi, ils arrivent à comprendre plus facilement que voilà, on peut pas sortir. Et ils insistaient pas sur le fait, viens avec nous, laisse tomber les cours ou quoi. Enfin, quand je leur disais, ce soir je sors pas parce que j'ai du boulot, c'était ok, d'accord, on sortira la prochaine fois. Ok. Donc en fait, on parle autant d'une maturité sur le plan, si je puis dire, un peu spirituel, une maturité dans les idées, dans le sens où ça a permis de vraiment clarifier vos besoins et vos valeurs
et à quel point la médecine, elle coïncidait avec ça, mais aussi une maturité qui est purement liée à l'âge, en fait, que du coup, vous étiez plus adulte et du coup plus affirmé dans vos positions. C'est bien ça? Ouais, clairement. Mais je trouve même, pas forcément que pour la première, enfin, après, la discipline, c'est vraiment très important pour la première, mais je trouve que même pour la deuxième, bah, on sait un peu où vont nos priorités. On voit qu'il y a certaines personnes qui vont plus facilement, bah, louper un matin parce qu'ils sont sortis la veille enfin, voilà, de sécher les cours, alors que nous, vu qu'on sait ce qu'on veut faire et qu'on est sûr, bah, on est beaucoup plus, je trouve, à aller chercher les informations par nous-mêmes, à moins manquer les cours, à être aussi plus dans les cours, on est beaucoup plus attentif, beaucoup plus motivé. Enfin, j'ai cette impression-là. Vous savez, tu viens de dire que vous étiez plus attentif, plus motivé. Mais cela dit, est-ce que vous l'étiez tout autant pendant votre première formation, j'entends pendant le bachelor, que vous avez fait? Bah justement, alors moi, je dirais pas que j'étais pas motivée parce que j'aimais beaucoup les cours, mais c'est vrai que pendant ma première formation, j'avais beaucoup plus envie de sortir. C'était la première fois que, enfin, t'as la vie universitaire, t'as les premières sorties, tu rencontres plein de gens. Du coup, bah, j'avais beaucoup plus facilement à manquer des cours que si j'étais sortie tard la veille ou même le matin. Enfin, voilà, j'avais vraiment, c'était vraiment plus tout ce qui était extrascolaire qui m'intéressait beaucoup, même si j'aimais beaucoup les cours. Alors que je trouve que cette année, c'est beaucoup plus les cours et la médecine parce qu'on sait un peu dans quoi on se dirige, quoi. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Ardit, aussi, de toute façon. Ouais. Après, c'est vrai que moi aussi, par rapport à, pendant mes études d'infirmier, j'essaie d'être le plus assidu possible. Je détestais louper un cours. Et vraiment, en fait, je pense à partir de la HEDS que j'ai commencé à placer l'école comme priorité absolue sur tout le reste de ma vie, en fait. Et au fil du temps, bah, ça s'intensifiait de plus en plus, en fait. Cette priorité s'ancrait de plus en plus. Puis ça a perpétué après par la suite. En fait, c'est intéressant parce que il fallait d'abord que tu trouves un sens à ce que tu étudies pour ensuite y mettre les efforts. Ouais, clairement. Bah, le CG, je trouvais pas beaucoup de sens à tous les cours qui étaient divers et variés qu'on avait. Du coup, je travaillais pas tellement. J'essayais de passer un peu à ras la note, avoir au moins la moyenne, et puis je m'intéressais pas plus à ça. Puis dès que, bah, justement, comme tu dis, c'est très correct. Dès que j'ai commencé à donner un sens un peu à mes cours, c'est là où j'ai commencé à y mettre du cœur et puis du mien, quoi, d'essayer d'atteindre les meilleures notes possibles, puis de faire le maximum pour réussir les examens comme il se doit. Et aussi, j'ai compris durant mes études d'infirmier que ce qu'on apprenait à l'école d'infirmier, on allait l'utiliser en pratique. Et ça, je pense, ça change quand même la donne parce que je me dis que c'est des outils dont j'aurai besoin plus tard. Et si je les maîtrise pas comme il faut, bah, ça peut avoir des conséquences derrière, quoi. Très bien, du coup, là, on a un peu abordé votre parcours estudiantin et puis l'application que vous avez pu avoir dans les grandes lignes. Et en parlant d'application, moi, ça me fait penser à motivation. Et vous avez vécu la période Covid pendant vos études. Et je me demande quel impact ça a pu avoir sur votre motivation. On a pu entendre que ça avait des effets délétères chez certains, pour d'autres peut-être l'inverse. Vous, comment c'était? Bah, je trouve que justement, du fait encore de cette maturité, je trouvais que ça nous a un peu impacté. Mais après, non, on bossait ensemble et on a réussi vraiment à s'organiser pour pas sentir cet effet Covid. C'est-à-dire qu'on se levait quand même le matin, on se retrouvait dans les salles APP, on regardait les cours comme si on était en ligne. Du coup, ça nous a pas vraiment impacté. Au contraire, je trouve que, bon, ça dépendait des périodes, mais je trouve que ça nous a beaucoup aidé du fait que vu qu'on pouvait pas sortir, qu'on pouvait pas vraiment faire autre chose, ben, on est encore plus concentré sur nos cours. Et comme je disais, vu qu'il y a cette maturité où on sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on fait, on n'a pas forcément vécu ça comme une crise. En tout cas, moi, je l'ai pas vraiment mal vécu. Alors plus parce que moi, j'ai refait ma première. Donc la première année, j'ai trouvé plus difficile parce que nos examens, ils ont été repoussés jusqu'à fin août. Du coup, là, c'était vraiment dur parce que ça commençait à se déconfiner et on avait déjà passé une année à étudier comme des malades. Du coup, de repousser jusqu'en août, c'était infernal. Mais après, l'année d'après, bah, le fait aussi d'avoir bossé avec Hardy tous les jours, d'avoir une motivation, de faire tout comme s'il n'y avait pas de confinement, de créer une ambiance de cours, bah, ça nous a pas impacté. Puis surtout qu'on était très motivés les deux. Donc, Toi, Hardy, tu l'as ressenti un peu de la même manière? Ouais, moi, je pense que ce confinement nous a été bénéfique, d'une part. Parce qu'on a beau dire qu'on est mûr et discipliné, on a quand même besoin de sortir parfois pour sociabiliser un peu avec les amis et puis pouvoir se changer les idées. Et du coup, là, on avait moins cette incitation à vouloir sortir, par exemple, pour aller faire des week-ends de ski ou sortir boire des verres. Ça, on n'avait pas vu qu'il y avait personne qui allait.
Déjà ça, je trouvais que c'était cool. Et puis aussi, le fait que, comme on s'est retrouvé avec Rezal, on arrivait à s'organiser justement pour toujours travailler ensemble, avoir une salle à disposition. Et on avait cette capacité de travailler en synergie, en fait. On s'entraidait. Et c'est vrai que des fois, moi, j'étais moins motivé, elle me remotivait, ou vice-versa. Et du coup, je pense que on a eu la chance, en fait, de pouvoir prendre les bons côtés de ce confinement et de les utiliser à notre avantage, d'une certaine manière. Puis je pense aussi le fait de la maturité, vu qu'on avait déjà les deux eu un cursus avant, c'était pas vraiment un problème pour nous de bosser, de pas être guidé un peu, de bosser un peu on arrivait à structurer notre travail. On arrivait à s'organiser, à comprendre un peu les concepts par nous-mêmes. Alors que je pense sincèrement que si j'avais vécu cette période-là et cette première-là pendant le confinement, à ma toute première année d'université, je serais complètement perdue. J'aurais été déboussolé aussi. Ouais, moi je pense que ça aurait été différent. Je pense que pour cette période-là particulièrement, notre maturité, en guillemets, du fait d'avoir une formation, ça nous a beaucoup aidé. Oui, c'est vrai qu'on pense à tous ces étudiants qui se sont retrouvés catapultés dans le milieu universitaire à la maison finalement, dans une période où ils ont tout à apprendre en termes d'organisation, de comment ça fonctionne, et on peut penser à quel point ça peut être compliqué pour eux. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir un témoignage de personnes qui ont vécu différemment finalement et qui ont su tirer le meilleur parti de cette situation qui a priori était pas favorable. J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'on avait à disposition les salles pour bosser, on a tout le temps eu beaucoup de chance, et puis c'est vrai qu'on avait aussi on a eu beaucoup aussi de soutien de nos amis qui venaient aussi souvent nous voir. Ça, je pense, c'est aussi important, qui nous motivait beaucoup, autant ses amis que les miens. Du coup, ça, je trouve que c'était vraiment c'était aussi hyper important. Mais je trouve qu'on a vraiment réussi à retirer le positif. Et j'ai l'impression qu'en contrepartie, on a eu aussi on a vraiment eu de chance. Dans tout ce qu'on faisait, on avait tout le temps des salles à disposition, ce que beaucoup de gens n'avaient pas aussi, parce que les bibliothèques et tout ça étaient fermées. On avait les cours qui étaient bien enregistrés, on avait aussi des documents qu'on nous avait donnés, donc... donc finalement, vous vous êtes senti bien accompagné. Ouais, vraiment bien accompagné. Et un point sur lequel je voulais revenir, Ardit, qui m'intéresse, c'est que tu disais que pour toi, le confinement avait été quelque chose de bénéfique. Ça a été bénéfique, on va dire, uniquement pour le travail, ou c'est parce que la situation changeait, ou qu'est-ce que tu peux développer peut-être à ce sujet-là? Ça a été bénéfique dans le sens où j'avais rien d'autre à faire que de réviser. Du coup, tout ce qui était divertissement, qui pouvait un peu me déconcentrer par rapport au cours, c'était loin. Et donc en fait, je me disais, voilà, c'est soit je reste toute la journée dans mon lit à rien faire, soit je vais travailler. Et vu que de manière générale, je suis une personne plutôt active, qui aime bien soit faire des travaux, genre des jobs, soit travailler à l'école, j'en profitais justement pour travailler les cours, mais tout en essayant de garder justement cette discipline où la semaine, je me levais à 6h30 et les week-ends à 7h30, 8h pour garder un horaire régulier et justement cette cadence de travail assez régulière. Je m'étais fait tout un programme sur toute l'année et j'essaie d'être le plus strict avec moi-même possible pour le suivre comme j'avais planifié. Donc tu fais partie des rares énergumènes qui ont esquivé Netflix pendant le confinement. Netflix, Instagram, Twitter, tout ce qui va avec, quoi. Toi, c'était pareil, Reza, t'arrivais à faire l'impasse un petit peu sur les divertissements en général? Oui, moi c'est exactement ce qu'il disait. Je trouve que finalement, on n'avait pas... tout était fermé, les bars étaient fermés, les restaurants étaient fermés. Franchement, il n'y avait rien à faire. Oui, il y avait Netflix, mais c'est pas genre regarder Netflix 1 heure le soir qui allait vraiment impacter notre travail étudié. On est d'accord. Donc c'est vrai que ça, je trouvais assez cool parce qu'il y avait tellement rien à faire que c'était soit tu restais chez toi et tu faisais rien et tu t'ennuyais. C'était aussi l'excuse aussi pour voir du monde en vrai, parce que ça faisait soit tu restais à la maison tout seul, soit tu venais dans cette salle où on étudiait, puis on se voyait les deux, puis il y avait aussi toujours quelques personnes, nos potes qui venaient. Donc en vrai, c'était un truc positif, que ce soit au terme de travail, mais aussi pour nous, on voyait du monde en fait. C'était un peu notre excuse pour voir du monde. Donc moi je trouve que ça aussi était... Franchement, vraiment, ça nous a beaucoup aidé, je trouve. Toi, Simon, t'en penses quoi du confinement? Il t'a été bénéfique ou... Ouais, c'est assez intéressant. Alors, j'avoue ne pas avoir forcément conscientisé les choses comme vous. J'ai peut-être pas vu les choses comme ça quand je les vivais. Le fait est qu'il n'y a pas eu d'impact du Covid sur la réussite de mon année estudiantine à ce moment-là. Et c'est vrai que maintenant que vous le dites, peut-être que d'une certaine manière, ça m'a aidé. Alors moi, j'avais pas toute cette dimension sociale. Moi, j'étais vraiment dans mon coin à bosser tout seul pour le coup. Et ça, c'était pas facile.
Mais c'est vrai que pour tout ce qui est des questions de moins de distraction, finalement, il n'y a plus qu'un seul objectif dans ta journée, c'est travailler, ou alors c'est rien faire, mais du coup, travailler, c'est forcément mieux. Peut-être qu'en ce sens-là, ça a été bénéfique, ouais, effectivement. Mais tu vois, moi, je les rejoins sur un point, c'est qu'en allant travailler, tu peux voir du monde. Si, par exemple, moi, pendant le confinement, j'avais un job à 50% à côté de ma première année de master. Bah, en réalité, là maintenant qu'on le dit, c'est vrai que je pense que ça m'a beaucoup aidé en fait, de pouvoir aller à un autre endroit que chez moi, et ensuite d'avoir mon bureau clairement chez moi pour bosser. C'est-à-dire avoir deux endroits vraiment distincts. Et c'est vrai que je m'étais jamais fait la réflexion, mais quand j'étais là-bas, bah, je bossais pour mon job, et quand j'étais chez moi, bah, je bossais pour le master. Donc, en quelque sorte, oui, je pense que ça a été bénéfique, ou ça nous a peut-être permis de mieux nous connaître aussi quelque part. Après, je trouve pour ceux qui ont eu la chance de faire ça, parce que en première année, parce qu'après nous, on savait qu'on avait les salles à peu près à disposition, parce que moi je refaisais l'année et on avait un peu les accès parce qu'on avait des potes qui avaient les cartes pour nous donner accès. Mais en première année, qui connaissaient personne, qui n'avaient pas de connaissances, qui n'avaient pas d'accès, et puis toutes les bibliothèques étaient fermées et qu'il avait dû étudier tout seul à la maison, ça devait être horrible par contre. Ouais, ça par contre, ça a vraiment dû être compliqué. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression qu'on a eu aussi beaucoup de chance, dans le sens où on a réussi à trouver un peu les bons plans, on a réussi à créer un peu cette ambiance. Ouais, puis on avait du monde avec nous qui pouvait nous aider pour plein de petits trucs. Puis surtout, enfin, j'avais le badge DHUG encore qui nous donnait un certain accès, soit à l'hôpital, soit au CMU. Quand les collaborateurs, on a une certaine priorité, on va dire. Et ça, c'est vrai que ça nous a quand même pas mal aidé. En fait, on arrivait toujours à se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour avoir un endroit où travailler tranquillement, sans bruit, sans dérangement. Mais c'est intéressant, Reza, ce que tu dis aussi concernant la dimension sociale des études. Moi, j'ai le sentiment que pour se lancer dans les études dans les premières années, l'aspect social, c'est super important. C'est quelque chose qui va motiver. Il y a beaucoup cet esprit, alors en tout cas, moi, dans les études que j'ai faites, il y avait beaucoup cet esprit de collaboration, de soutien mutuel. Et c'est vrai que pour donner une impulsion, pour se lancer à fond dedans et puis s'y dédier, je pense que c'est très aidant. C'est vrai qu'effectivement, un étudiant qui débarque là-dedans et qui ne peut pas bénéficier de ça et qui doit compter que sur lui-même au début, je pense que c'est effectivement compliqué. Puis il ne faut pas oublier autre chose, hein, c'est que médecine, la première, c'est un concours. Nous, c'était très collaboratif parce que c'était pas un concours. C'est vrai. Je ne sais pas si vous avez pu la ressentir à un moment ou à un autre, cette compétitivité. Ouais, justement, c'est ça qui était cool, c'est que les deux, on avait un état d'esprit où, bah oui, c'était un concours, on était stressés, mais en fait, on n'était pas dans ce truc où on veut faire l'un mieux que l'autre. On était vraiment dans ce partage, En fait, pour nous, on se disait toujours, faut qu'on profite, qu'on soit content de ce qu'on fait. Donc, toujours, on avait du plaisir à apprendre des choses, à s'expliquer l'un à l'autre. Dès qu'il y en avait un qui n'avait pas compris, on lui expliquait. Dès qu'il y a quelqu'un qui avait plus de peine, on expliquait. Donc, c'était une collaboration entre nous. C'est ça qui est aussi important, je pense, c'est que nous, du fait que les cours, ils étaient en ligne, ça, je trouvais cool. Il n'y avait pas cet esprit un peu, je trouve, négatif de compète, d'écraser l'autre, qu'il y a beaucoup quand même, malheureusement, en première année de médecine. Nous, on n'était pas du tout dans cet esprit-là. Et je pense que ça, c'est aussi important parce que beaucoup, à mon avis, ça, c'est mon avis à moi, beaucoup pensent qu'il faut écraser l'autre pour réussir. Mais moi, je pense vraiment que d'être dans cet esprit plus de partage, c'est la meilleure clé de la réussite. Enfin... Non, pour moi, c'était absolument essentiel qu'on passe les deux et pas juste un. Ouais, il fallait que les deux on passe cette année. Puis même un pote avec qui on bossait, lui il s'est désinscrit, mais pareil, genre on s'expliquait les choses, vraiment on avait ce truc où les gens trouvaient que finalement si t'arrives à expliquer à l'autre c'est que t'as compris la matière, donc on trouvait que c'était hyper important, on a vraiment bossé ensemble, on s'expliquait les choses, on avait vraiment ce partage. On jouait de ça en fait, on jouait de pouvoir expliquer l'un à l'autre pour se rassurer nous-mêmes sur le fait d'avoir compris un concept ou pas. Et ça nous arrivait des fois en fait les deux n'avions rien compris au cours. Du coup ça nous a mis un gros coup de pression, on l'a retravaillé et la fois d'après qu'on l'a refait, c'était nickel. Et en fait ça nous permet aussi de voir où on était où on avait des difficultés quoi. On voit que c'est aussi les groupes qu'on travaillait ensemble qui sont passés. Je trouve que ça arrive, il y a toujours des gens, on ne sait pas comment, c'est des sur-têtes, ils ont travaillé tout seuls toute l'année devant un ordi, ils passent. Mais je trouve qu'en majorité, on voit qu'il y a beaucoup de groupes qui ont travaillé ensemble. Tu vois, nos amis en dehors, tout ça, qui ont travaillé ensemble et puis qui ont réussi ensemble, en fait. Et je pense qu'il y a trop cette mentalité, non, je dois réussir seul, je dois pas partager mes notes. Alors que je trouve qu'au contraire, la clé de la réussite pour moi en médecine, c'est
de partager et travailler ensemble. Surtout que c'est une période, c'est difficile quand même, c'est sur une année, c'est long, il y a beaucoup de matière, donc c'est encore plus, même psychologiquement, on était bien. Ouais. Parce que dès qu'il y en a un qui était démotivé, on arrive à se motiver, enfin, ça aussi, c'est important. Là maintenant, j'aimerais arriver sur le sujet de la question financière. Est-ce que vous pensez que c'est possible de réussir la première quand on doit bosser à côté? Ouais, ça... Sacrée question. Bah ça, moi j'ai pensé justement, c'est pour ça que ça s'est pas vraiment fait à l'arrache comme je l'ai dit. Enfin, je reviens là-dessus parce que j'avais bossé pendant une année et vu que je savais que j'allais faire la médecine l'année d'après, j'avais beaucoup économisé pour justement imaginer le fait que j'allais pas bosser pendant une année. Que le prochain travail que j'allais avoir, c'était l'été. Et je pense que honnêtement, c'est pas le fait qu'on n'ait pas le temps, mais c'est le fait qu'on a l'esprit toujours occupé, toujours stressé. Et je pense que ça ajoute un stress en plus. Donc moi, je pense que c'est difficile. Je pense pas que ce soit impossible. Je pense qu'il y a toujours des gens qui vont réussir. Mais je pense que je conseillerais à un étudiant en primant, si c'est possible, de pas travailler pendant sa première année. Après, je sais que ça peut être difficile, mais je sais pas s'il peut demander. Parce que moi, j'ai obtenu une bourse justement pour les secondes formations. Mais c'est vrai que pas pendant la première année. Ils veulent que tu passes ta première année pour obtenir cette bourse de deuxième formation. Donc, moi, je trouve pas trop, honnêtement. Après, je sais pas ce que toi t'en penses. Personnellement, je pense pas que j'y serais arrivé si j'avais un job à côté. Parce que, moi, j'ai besoin de beaucoup travailler de mon côté pour réussir les examens et tout le travail là. Du coup, je passe vraiment beaucoup de temps à réviser, à revoir les cours, à essayer de comprendre les concepts pour intégrer tout ça, en fait. Mais, sachant ça, je savais que j'y arriverais pas en ayant les deux. Du coup, j'ai pu trouver un autre moyen d'être à l'aise financièrement pour pouvoir me consacrer aux cours à temps plein. Et je passais tellement de temps à la bibliothèque que ça m'aurait été physiquement impossible de travailler durant cette année-là. Et pendant les bachelors que vous avez fait avant, vous avez quand même réussi à bosser ou... Ah, moi, j'ai toujours travaillé à côté de mes études. La seule fois où j'ai pas travaillé, depuis que j'ai 14 ans, hein, donc la seule fois où j'ai pas travaillé, c'est pendant mes 2 années de médecine. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre de recommencer. Mais ouais, c'était pendant les 2 premières années de médecine. C'était la seule fois où j'ai pas travaillé à l'année. Et après, moi, je trouve que, pas en médecine, mais en temps normal, dans les autres études, je trouve ça important aussi de... Enfin, moi, personnellement, je sais que pendant mon bachelor en Sciences Po, ça m'a aussi beaucoup aidé parce que c'est pour s'organiser. Je trouve ça vachement chouette d'avoir un travail parce que tu sais que tu seras pas disponible, donc tu travailles mieux, t'es plus concentré. Et même maintenant en deuxième, on arrive à travailler à côté, enfin, dans les autres années, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je pense que c'est bien de travailler à côté parce que ça t'aide à t'organiser et c'est possible. La première année, je pense que c'est vraiment cette pression psychologique qui est forte. Ouais. Qui est forte et je pense que c'est le premier truc qui fait que c'est difficile à travailler à côté. Toi, Ardit, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors moi aussi, en fait, j'ai commencé à travailler étant très très jeune. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à travailler la première fois. Du coup, après, c'est devenu une habitude. Et je voulais pas demander de l'argent à mes parents parce que quand on prend l'habitude d'être un peu indépendant au niveau financier, on a envie de garder cette indépendance. Et du coup, durant les études d'infirmier, je me permettais d'avoir un emploi à côté. Et sincèrement, c'était compatible. Si on arrivait à s'organiser comme il faut, et je pense que d'une certaine manière, ça m'obligeait à m'organiser. Parce que je me disais, voilà, imaginons, ce week-end, je travaille, j'ai des cours aussi, il y a les examens qui arrivent. Du coup, comment est-ce que je fais pour pouvoir tout faire en une journée, 24 heures, c'est court. Il fallait vraiment tout caser tout ça dans comme du Tetris, quoi, du Tetris du temps. Et puis réussir à m'organiser en conséquence, quoi. Du coup, pendant les études d'infirmier, oui, j'y arrivais. Après, c'était des jobs par-ci par-là. Mais après, ouais, pendant la première, voilà, pour moi, c'était clairement impossible. C'est pour ça que j'ai réussi à trouver, en fait, si vous voulez, avant de faire la première, j'ai fait une année d'intérim en tant qu'infirmier. Et c'est là où j'ai économisé beaucoup d'argent. Et j'ai pu économiser cet argent grâce à mes parents qui m'aidaient financièrement. Je vivais chez eux. Voilà, ils payaient les factures et tout. Du coup, j'ai pu garder cet argent pour moi. J'ai reçu de l'aide aussi de l'État. Et j'ai pu être à fond dans les cours pendant toute la première année, quoi. Honnêtement, je sais pas si ça existe, mais moi, de mon entourage, je connais personne qui a fait sa première année qui est passée avec un travail à côté. Genre, même ceux que je connaissais vite fait qui avaient un travail à côté, ils ont arrêté après 2 mois. Ils se sont rendus compte que c'était impossible. C'était impossible. La charge de travail en médecine elle est tellement impressionnante
Des fois, je me disais, comment on peut recevoir autant d'informations en 2 heures de cours? C'est incroyable. Donc, même des fois, pendant que je dormais la nuit, je rêvais que j'étais en train de réviser mes cours encore. Je sais que ça m'est déjà arrivé aussi. Ça. Ah ouais, tu vois. Ça, c'est des trucs, j'avais jamais vécu ça avant. Du coup, je me dis, quand t'arrives à ce stade-là, c'est compliqué de travailler à côté, quoi. Ouais. Effectivement, je pense que, en fait, vous avez tout résumé ce que je pense de manière très juste. C'est que d'un côté, quand on a une charge de travail pour les études qui est modérée et qui est conciliable avec un emploi, avoir un emploi, c'est même bénéfique, parce que finalement, je pense qu'on travaille mieux quand on a un peu plus de pression en termes de temps, parce que quand on a trop de temps, finalement, on repousse, on se dit « Ah, bah, je pourrais le faire ». Avoir un travail avec un pourcentage régulier en parlant des études, ça oblige à structurer son semestre et à bosser régulièrement. Mais c'est vrai que d'un autre côté, les limites de ça, c'est que quand les études elles prennent trop de place, au bout d'un moment, le temps, on ne peut pas le compresser. Voilà, exact. Et effectivement. Et du coup, d'où l'intérêt de s'organiser en amont, peut-être avant de commencer la médecine, pour pouvoir mettre de l'argent de côté et puis du coup, par la suite, se consacrer à 200% à ça, quoi. Ouais. Moi, je savais, du coup, enfin, toi aussi, du coup, t'avais pareil. Moi, je savais, du coup, j'avais travaillé avant et j'avais économisé mis de côté. Puis j'imagine que ça libère aussi beaucoup de place dans la tête, finalement, que la question financière soit plus une préoccupation pendant un an. Ça, je pense que c'est important aussi. C'est surtout ça, je trouve, que psychologiquement, tu sois serein. Je pense que c'est vraiment important de commencer la médecine comme ça. Ah, c'est un gros point au moins, déjà, dès le départ. Du coup, ça aide beaucoup, je pense. Et comment est-ce que vous arriviez à répartir, entre guillemets, votre énergie pendant que vous révisiez? Vous faisiez des pauses régulièrement, vous aviez des heures spécifiques? Franchement, on faisait pas tant de pauses que ça, honnêtement. Bon, il y avait toujours... Après, on travaillait pas non plus... Enfin, 24 heures sur 24, on avait des pauses correctes à midi, une heure. En fait, moi, j'essaie de m'organiser pour travailler durant 45 minutes et me faire au moins 5 minutes de pause. Puis après 2 périodes de 45 minutes, je faisais environ 10 à 15 minutes de pause. C'était le plan. En pratique, c'était un peu différent. moins précis, mais l'idée était là. Et les pauses de midi, on se prenait une vraie pause pour manger et se reposer. Puis après, on repartait pour l'après-midi. Puis en termes d'énergie aussi, on riait beaucoup ensemble. On avait vraiment des bons délires. Enfin, on discutait beaucoup ensemble. Et ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas eu un jour où on ne s'est pas pris des fous rires. On riait sur tout et n'importe quoi. Et ça, je pense que c'est très important d'avoir vraiment quelqu'un avec qui tu peux vraiment déconner quand tu ne dois pas penser à la médecine pendant 5 minutes, quoi. Ouais, parce que t'es tellement sous pression tout le temps que si t'as pas un truc pour décompresser un peu, mentalement, ça lâche, quoi. Le café, ça nous a beaucoup aidé. C'est vrai, on était quoi, 8 cafés par jour, hein. Moi, 7. Et quand le café faisait plus effet, on passait Béroca Boost. Béroca Boost quand il n'y avait plus de café. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ça, c'est bien, Je sais pas si c'est très sain, mais ouais. Mine de rien. Ouais, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est quoi, vous preniez des vitamines aussi le matin? On prenait de la vitamine D. Hein. On prenait de la vitamine D parce que vu qu'on était tout le temps enfermés, qu'on voyait jamais le soleil, et qu'on sentait la fatigue au bout d'un moment, on savait qu'on avait... Enfin, moi, je fais beaucoup de carences sur vitamine D, donc je savais que... Et ça nous a aidé. Hein. Franchement, ces journées étaient longues. Hein. Les journées, ça commençait... Enfin, moi, les journées commençaient à 7h30. Au début de l'année, elles finissaient aux alentours de 18h, 19h. Progressivement, ça a commencé à monter à 20h. Et le plus tard, je suis resté jusqu'à 23h. Et j'étais au bout, j'étais arrivé à 23h, je me rendais même pas compte, tellement t'es absorbé par ce que tu fais. Puis t'es là, tu regardes là, il faut que je rentre à la maison quand même. Sinon, je finis par dormir au CMU, quoi. Puis, les journées étaient longues, mais paradoxalement, elles passaient très vite. Ouais. C'est vrai que, c'était, si on devait décrire cette année-là, c'était à la fois tellement long et tellement rapide. Genre, on n'a rien vu passer, mais quand on venait le matin, on avait déjà envie de pleurer, quoi. En se disant qu'on allait repartir d'ici à 22h. Comme ça, c'est intéressant au niveau santé mentale. Vous vous sentiez comment, en fait? Vous sentiez qu'il y avait des moments où vous étiez proche de lâcher ou des moments comme ça? Franchement, il y a des moments où on était... C'est ça qui était cool, c'est qu'on n'était jamais déprimés en même temps. Il y en avait toujours un pour monter le moral de l'autre. On a fait un programme de dépression décalé. Et ça, je trouve que c'était cool parce que quand on a un qui était un peu démotivé, et ça, par exemple, quand on avait un qui n'arrivait pas à étudier, on était là, bon, ok, on va faire ça par oral ensemble. Ça que je disais, c'est que vraiment, on avait ce truc où on se soutenait et puis, du coup, l'autre prenait un peu la motivation parce que elle faisait juste aux questions, il faisait juste aux questions et puis, du coup.
Voilà, parce que des fois, en fait, on s'obstine à continuer à travailler alors qu'on n'y arrive simplement plus. Et ça en devient contre-productif, en fait. Du coup, là, au lieu de continuer à foncer contre le mur, on essaie juste de contourner et trouver une autre manière plus ludique et plus sympa de travailler ensemble pour continuer à bosser, mais d'une manière un peu qui changeait un peu, et puis on faisait ce qu'on avait à faire, juste d'une autre façon. C'est intéressant. Du coup, là, j'ai l'impression que vous nous donnez pas mal de clés pour réussir la médecine. Si on synthétise un petit peu, donc il y a cet aspect collaboratif, il y a anticiper la question financière pour avoir l'esprit et l'agenda libre. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? On a aussi la collaboration. Vous diriez quoi donc? La collaboration, l'anticipation de la question financière. L'organisation dans le travail, en fait, la structure du travail. Ouais. Ça, je pense que c'est très important. Les vitamines et le café. Les vitamines et le café. Ouais. Et je sais pas si je dois dire les chocolats. Ça, les chocolats, on a pas. Ouais, c'est vrai qu'on mangeait beaucoup de Ouais, gâteaux. Hein. du coup, on peut s'attendre après à prendre un peu de poids durant cette année. Ah, moi j'ai pris 5 kilos, ouais, mais je sais pas. Moi aussi, j'ai pris quelques kilos alors que ça m'était jamais arrivé de toute ma vie. Ah oui. Donc, c'est pour dire, c'est quand même une année assez éprouvante. Ouais. Et il y a des choses, enfin, des changements un peu qui peuvent arriver, mais qui sont normaux au final. Et il faut aimer en fait, faut vraiment profiter, faut se dire que tu fais pas ça juste pour l'examen, même si on a tous un peu ça en tête, on veut passer la première, mais il faut aussi dire que j'apprends plein de choses nouvelles, que c'est trop intéressant, faut s'investir en fait, faut pas étudier juste pour l'examen. Je pense que ça c'est aussi quelque chose d'important parce que nous, entre nous, on sortait aussi des fois un peu du cadre du cours. On était là, ah, mais ça fait cette maladie-là, mais alors du coup, on peut regarder ça, mais dans quel cas on utilise ce médicament? Et en fait, on allait chercher par nous-mêmes, même si c'était pas forcément dans l'examen. Mais je trouve que le fait d'avoir cet état d'esprit, ça, on retient beaucoup mieux l'information, puis on est vraiment baigné dans le truc. Ouais, clairement, garder un peu cette curiosité qu'on a au fond, en fait, qui nous fait, qui pousse la réflexion à aller un peu plus loin. Après, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans les détails. Quand on parle de molécules, etc., par exemple, de connaître sa structure moléculaire, voilà. Mais dans le sens où, ok, on essaie de faire des liens. Et puis moi, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, et je pense peut-être que ça pourrait t'en profiter aussi en même temps, c'était que mon expérience en tant qu'infirmier, en fait, me permettait de faire des liens avec ce que j'apprenais durant les cours. Ouais. Par exemple, je sais pas, on parlait du système digestif ou cardiaque. Puis quand on avait appris quelles étaient les conséquences, par exemple, d'insuffisance cardiaque, je parlais d'œdème, on parlait d'œdème avec Reza et tout, je disais, ah, moi, j'ai plein de patients qui avaient des œdèmes. Ouais, c'est vrai que ça nous a voilà, c'est assez impressionnant. En fait, c'est à cause de ça, etc. Et puis, d'avoir des cas concrets, parce que c'est vrai qu'on étudie beaucoup, malheureusement, la première, c'est beaucoup de théorie et pas assez de cas concrets. Enfin, je pense qu'il n'y a pas forcément le temps, on a déjà pas mal à faire, mais ça, c'était aussi intéressant d'avoir un infirmier qui m'expliquait concrètement comment ça se manifestait chez certains patients quand il avait vu ces cas-là. Ça permettait de mieux intégrer l'information, je trouve. Très bien, écoutez, c'est intéressant, c'est la transition parfaite pour les questions qu'on avait prévues pour la suite de cette interview. Et c'est des questions un peu plus personnalisées. Donc, comme on parlait de la posture, enfin plutôt de l'apport de ta pratique en tant qu'infirmière Ardit, je te propose qu'on commence par les questions plutôt pour toi. Donc, tu as dit plus tôt dans cette interview que tu avais fait une année d'intérim. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a appris? Est-ce qu'elle a nourri tes aspirations à devenir médecin cette année? Alors, cette année d'intérim m'a appris énormément de choses. Parce que j'ai eu la chance, en fait, de travailler dans plusieurs services différents, de départements différents, en fait, de champs médicaux différents, on va dire. Que ce soit un peu de chirurgie, de pédopsychiatrie, de soins aigus. J'ai vu un peu de tout, même du soins palliatifs, réhabilitation, etc. Et en fait, quand on est intérim, on est censé être autonome. Sauf que là, je venais de sortir de l'école, du coup j'étais tout frais, et peut-être pas suffisamment autonome, parce que généralement on a le droit d'être un peu accompagné les premiers jours de travail. Sauf que là, j'ai débarqué, j'étais lâché dans l'unité, et puis je devais me débrouiller en fait. Du coup, franchement, c'était dur. Il y a des jours où c'était vraiment très dur, et d'autres où c'était bien, ça allait bien. Mais ça dépendait aussi un peu des collègues, de l'équipe soignante en général, et des stages que j'avais eu auparavant, en fait. Parce que quand j'avais travaillé dans des unités de soins aigus aux Trois Chênes, ça se passait super bien. C'était des unités très intéressantes où j'apprenais beaucoup de choses. Et j'ai pu me débrouiller là-bas parce que j'avais déjà fait un stage avant. Donc les stages, au final, c'est quand même vachement utile et on peut y apprendre beaucoup de choses. Du coup, durant cette année d'intérim, ce que j'ai pu faire aussi, c'est que j'ai fait beaucoup de liens entre clinique et théorie, où on a affaire constamment à des cas variés, en fait, on a de tout. Et par exemple, des fois, en neurochir, j'avais fait 2 jours là-bas.
Puis j'avais eu, par chance, j'ai eu de la chance, il y a des fois où je tombais sur des collègues géniaux et d'autres où des collègues beaucoup moins géniaux. On va éviter les détails. Mais par exemple, en neurochir, il y a une infirmière qui m'avait pris à part une dizaine de minutes, 10-15 minutes, puis on avait vite fait refait une théorie sur la neuro, des cas principaux qu'il y avait dans cette unité. Et vous vous dites quand même que t'es infirmier, t'es diplômé, t'es censé être autonome et savoir ce que tu fais. Malgré ça, elle a quand même pris le temps de m'expliquer 2-3 trucs. Chose que j'ai trouvé absolument géniale. Et du coup, il y avait déjà ce côté-là. Et d'un autre côté, c'est que quand tu es obligé d'apprendre par toi-même, c'est la meilleure façon d'apprendre, je pense, au final, quand t'as pas le choix. Parce que si je faisais une erreur ou que s'il y a quelque chose qui allait mal, c'était moi qui étais responsable d'un patient et je pouvais pas me permettre de faire n'importe quoi. Du coup, par exemple, avant de faire un soin que j'avais jamais fait, je m'assurais bien de l'avoir compris dans le Grésil. Qui est maintenant Gexpro. Ok, ça a changé. Ouais, maintenant ça s'appelle Gexpro, mais à l'époque où tu as passé le diplôme, c'était encore Grésil. Ok. Et déjà, je me suis de ça. Et surtout, à chaque fois que j'avais le moindre doute, j'évitais de prendre des risques et j'allais demander aux collègues. Du coup, franchement, je pense que cette année d'intérim, elle était incroyable déjà pour commencer parce que j'ai eu tellement de trucs. Et ça m'a permis aussi justement de structurer le travail, de prioriser les tâches importantes des moins importantes. Parce qu'au final, le métier d'infirmier, c'est surtout de l'organisation et d'anticipation. Avant tout, je pense. Et qui sont autant d'outils qui sont utiles pour les études de médecine alors. Très utile, ouais. Parce qu'on apprend, par exemple, si je prends un cas concret, il y a de la physique, il y a de la chimie, il y a des stats, et il y a de la chimie organique. Il y a toute la bio et encore un autre cours qui s'appelle Personnes, Santé et Société, PSS, qui a changé de nom maintenant. Mais je sais pas le nouveau nom. Moi non plus. Et puis, du coup, en fait, quand tu as 3 modules en même temps, tu sais pas trop par où commencer ni comment ça se passe, il faut un peu prioriser. Parce que tu commences par exemple avec la bio le matin, arrivé le soir, tu es fatigué. Est-ce que tu as encore assez d'énergie pour commencer à faire les calculs de physique? On ne sait pas trop. Tu as encore la PSS, ça on dit que c'est un peu plus tranquille, c'est vrai, mais c'est quand même pas à négliger. Il faut trouver du temps pour ça aussi. Donc tu as tout ça, et dans ce sens-là, l'année d'intérim, après, en fait, à prioriser les tâches en fonction de comment je me sentais, de mon état, et puis essayer d'être le plus optimal possible, le plus efficient avec un temps limité, quoi. Ouais, c'est ça, finalement. En fait, c'est le parallèle qu'on pourrait tisser entre les études de médecine et la pratique hospitalière en tant qu'infirmier, c'est avoir un temps limité pour faire un certain nombre de tâches et avec cet impératif à la fin de la journée d'avoir rempli toutes nos obligations. Exactement. On peut pas compter les heures passées. Ouais. Toi, Rezal, tu as déjà eu des expériences dans le monde de la santé? Avant la médecine, j'avais travaillé sur un projet au Brésil. C'était un projet un peu relevé de fonds, marketing et management pour une association. Ouais. Et là, j'étais en contact avec des petits enfants, mais j'ai pas vraiment eu du médical en fait, donc pas vraiment. Et moi, contrairement à lui, je trouvais que mes études d'avant, elles n'ont pas, alors en termes de maturité, détermination, etc., oui, mais en termes de structure de la formation, ça m'a pas forcément aidé pour la médecine, parce que moi, c'était beaucoup du rédactionnel. Donc tout ce qui était scientifique, c'est des choses que j'avais jamais faites, jamais vues. Vraiment, j'avais zéro notion. Du coup, quand je suis arrivée en première année de médecine et puis que j'ai dû replonger après 5 ans dans la chimie organique, la physique, des trucs que j'avais jamais fait, c'était vraiment dur. Et même la biologie, parce que la biologie, oui, j'en avais vu un peu au collège, mais j'avais aussi aucune notion. C'était tellement différent, je trouve. Il y avait juste les stats, que j'avais fait des stats en Sciences Po, mais sinon, zéro. Et ça, j'ai trouvé très dur, ouais, de passer d'un rien au tout, quoi. Surtout qu'en médecine, il n'y a pas d'introduction, hein. On passe directement, il n'y a pas le temps de se mettre à jour, c'est directement dans la matière. Je crois que tu as 2 heures d'introduction le premier jour, après il n'y en a plus. C'est ça. On parle de... Waouh, du coup, ça, c'était vraiment dur, je trouve. Il y avait une matière qui vous a un peu grincé les dents? Ouais. Clairement. Moi, j'avais beaucoup de mal avec la physique. Ça, c'était vraiment un bête noir. Les statistiques aussi, au début, c'était compliqué. Mais pour la physique, j'avais pris un répétiteur. Puis en fait, je pense que dans tout ce qu'on fait, on arrive à y trouver des points positifs et du plaisir au final. Ça aussi, ouais. À part ça aussi, on
on s'est dit qu'il fallait qu'on commence à aimer la physique et puis on commençait à parler entre nous. Enfin, ça aussi, c'était un truc que je On trouve. a commencé carrément à délirer. Genre, on lâchait une bouteille et on disait, bon, alors l'accélération, on était à 9. Tout est, au final, tout tourne autour de ça, quoi. Ouais. Puis, c'est vrai, même au final, on commençait à faire des blagues sur la physique, sur les cours qu'on avait, et puis... On commençait à intégrer les notions, ouais. Ça aussi, on a commencé la physique, on déteste ça, c'est horrible, c'est affreux, on veut pas en entendre parler. Puis après, au bout d'un moment, c'est pour ça que je dis que c'est important de s'approprier un peu la matière. Donc, on s'est vraiment approprié la matière, on s'est vraiment intéressé, on se posait des questions, on faisait des blagues, on essayait de voir autour de nous des concepts de physique. Et c'est ça qui nous a fait aussi comprendre. Je pense que l'intérêt, la curiosité, c'est vraiment quelque chose qui est important en première année. Ouais, puis moi, mon répétiteur, vraiment, il était génial, il m'expliquait bien, il prenait le temps. Du coup, voilà, il faut pas hésiter à apprendre. Je pense qu'il faut pas hésiter à solliciter de l'aide ailleurs, quitte à débourser un peu d'argent, ça en valait la peine. Mais donc, si on revient sur notre interview, question que j'ai envie de te poser maintenant, Ardit, c'est donc tu es passé par ce job d'infirmier pendant une année d'intérim, et là après tu te diriges vers un poste de médecin. Est-ce que tu n'appréhendes pas un petit peu ce changement? L'appréhender, oui, parce que c'est de grosses responsabilités. D'ailleurs, quand j'étais infirmier, quand il y avait quelque chose que j'arrivais pas à gérer, je me disais, bon, le médecin le fera. Du coup, je sais qu'il y a un gros poids qui repose quand même sur les épaules des médecins, qui travaillent d'un nombre d'heures incalculable, et je pense qu'ils ne les comptent pas. Mais d'un côté, je me dis que ma formation d'infirmier pourra venir compléter mes compétences de médecin. Parce que je pense que ça va apporter un savoir-être et des capacités, des compétences en fait relationnelles vis-à-vis des patients qui peuvent être différentes, ou en tout cas que moi je prends comme complément à ma formation actuelle. Et dans ce sens-là, alors oui, j'appréhende parce que quand même c'est un métier difficile et on nous en demande de plus en plus à chaque fois. Mais c'est quand même quelque chose pour lequel je suis quand même assez excité à l'idée de un jour me dire, voilà, je serai à l'hôpital, je serai le médecin, et c'est moi qui serai responsable de ces patients, et puis il faudra que je mette tout en œuvre pour qu'ils soient soignés et puis qu'ils se sentent le mieux possible, quoi. Donc du coup, d'après ce que tu dis, la plus-value qu'aura apporté ton cursus, aussi bien que ton expérience professionnelle en tant qu'infirmier, c'est cette notion de savoir-être avec les gens, avec les patients. Ouais, et avec les collègues aussi. Parce qu'une chose que j'avais l'impression d'avoir un peu observé à l'hôpital, après c'est qu'un avis très subjectif, mais j'ai l'impression que les infirmiers ne sont pas suffisamment au clair sur le rôle des infirmiers et les infirmiers sur le rôle des médecins. C'est intéressant ça. Du coup, par exemple, il y avait des situations où on se retrouvait avec plein de prises de sang à faire. Ok, on a par exemple 20 prises de sang à faire en 1h30. Dit comme ça en termes de chiffres, ça paraît assez simple. Quand on le fait vraiment, ça prend bien plus qu'1h30. Parce qu'il y a toujours des petits détails qui compliquent un peu la tâche. On n'arrive pas à trouver une veine, là on a oublié un matériel, il faut retourner le chercher. Et peut-être ça donne une certaine sensibilité aux actes médicaux délégués que je donnerai peut-être plus tard à des infirmiers. Pour dire voilà, ok, je sais que 20 prises de sang, je sais qu'on les fait entre 5h30 et 7h du matin. Ça, c'est le rush, je vais peut-être en mettre un peu moins, si j'arrive à en mettre moins. Et faire un peu plus attention à ces détails comme ça, qui au final peuvent faire la différence, tant dans la journée de l'infirmier que dans la mienne. Et puis, considérer chaque personne de l'équipe soignante. Ce qui, des fois, n'est pas forcément fait, enfin, après, c'est la faute à personne, parce que c'est comme ça qu'est fait le système, on va dire. Mais, par exemple, voilà, je sais que les aides-soignantes, elles en savent aussi beaucoup sur les patients et elles peuvent aussi contribuer à la prise en soin et pas juste être là pour faire leur tâche, mais apporter une plus-value dans la prise en charge globale du patient, au final. Et de ton côté, Rezal, tu as eu un petit peu moins de, on va dire, oui, je pense qu'on peut le dire tel quel, un peu moins d'expérience dans le milieu professionnel, dans le domaine de la santé que Ardit. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu appréhendes, cette pratique que tu vas avoir dans le milieu hospitalier, potentiellement en tant que médecin dans le futur? Oui et non, parce que c'est comme il dit, c'est quand même une responsabilité assez importante qu'on va avoir. Mais après, vu que c'est quand même quelque chose sur lequel j'ai réfléchi, j'ai pensé avant de me lancer, disons que j'étais un peu au courant et que je m'y prépare. Donc, Oui, puis tu nous as parlé
auparavant de ta sœur aussi, il me semble. Oui, c'est juste, ouais. Et puis en plus, c'est vrai que j'avais aussi l'expérience de ma sœur, des potes à moi aussi. Du coup, c'est vrai que je sais un peu comment ça se passe, ils m'expliquent, donc j'ai beaucoup d'écho par rapport à ça. Oui. Puis quelque part, tant qu'il y a le sens, que tu arrives à mettre du sens derrière ces actes, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui va beaucoup t'effrayer. Ouais, non, franchement, je pense que ça fait peur pour tout le monde dès qu'on a une grande responsabilité. Je pense l'être humain, il a quand même peur d'un côté de ça, mais d'un côté, c'est aussi c'est un peu gratifiant. Le fait de recevoir des responsabilités, c'est qu'on a confiance en nous, c'est que on a acquis une certaine capacité. Donc ça va dans les deux sens, quoi. Je pense qu'il y a un peu de la peur, mais il y a aussi un peu de la motivation. Bien, eh ben, merci pour tous les partages qu'on a déjà eus jusqu'à maintenant. On va gentiment arriver au terme de notre discussion. Avant, il y a quand même un sujet qu'on souhaitait aborder avec Guillaume. C'est la question de l'hybridation et des trajectoires atypiques. Alors là, nous quatre qui sommes autour de cette table, on a tous eu un parcours un peu particulier, en tout cas qui peut se distinguer des parcours un peu lambda quand on devient directement infirmier ou directement médecin, ou voilà. Est-ce que vous avez l'impression que le mélange des savoirs, le mélange d'expertise chez une personne et puis des trajectoires un peu particulières, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant ou pas? Et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression quand même que ça devient de plus en plus courant. Dans notre volet, il y a plusieurs personnes qui ont fait d'autres études avant de commencer la médecine. Du coup, je pense qu'il va y en avoir peut-être de plus en plus au fil du temps. Et pour ma part, je comprends ça comme étant une plus-value, mais vraiment un bénéfice au final. Parce que ça amène un autre point de vue dans la médecine. Et dans la médecine, on est souvent focalisé sur les maladies, les molécules, les patients. On peut un peu vraiment faire un tunnel sur un sujet et puis rester coincé là-dessus. Puis le fait d'avoir fait autre chose avant permet justement de venir un peu rajouter son petit grain de sel, on va dire, qui pourrait être bénéfique dans la pratique de la médecine. Moi, pour ma part, ça reste assez dans le médical, mais je sais que par exemple, pour tout ce qui est injection ou bien pansement, en médecine, on n'y passe pas beaucoup de temps. Du coup, c'est quelque chose que je pourrais faire de moi-même sans forcément demander à une infirmière. Enfin, d'occuper une infirmière pour faire une prise de sang, alors je peux la faire moi-même rapidement et puis c'est bouclé, quoi. Et toi, Reza? Moi, je trouve aussi que c'est vraiment très enrichissant. Déjà, quand je rencontre un peu les gens qui sont avec nous, quand on fait d'autres formations, je trouve que c'est incroyable. Et moi, même si par exemple Sciences Po, ça m'a pas forcément aidé pour réussir ma première année en termes de connaissances, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Je trouve que c'est exactement ce qu'il disait. Je trouve que la médecine, c'est quand même une branche qui est très scientifique. Et on apprend et on est questionné sur cette connaissance. On n'apprend pas vraiment à développer un esprit critique ou une ouverture d'esprit, vraiment, je trouve, juste en termes de connaissances. Du coup, moi, Sciences Po, ça m'a beaucoup aidé parce que c'était une branche qui était beaucoup plus réflexive dans le sens où on apprenait à réfléchir, on apprenait à écrire, on apprenait à débattre, à développer des idées. On n'avait pas beaucoup à étudier. Au contraire, on nous donnait peut-être une phrase, mais nous, on devait conceptualiser là-dessus, développer des idées. Du coup, je trouve que ça m'a beaucoup aidé pour l'esprit critique. Et je pense que pour un médecin, c'est aussi important d'avoir un esprit critique. Surtout qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de conflits entre médecins, autres personnels soignants. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus. Donc, je pense que c'est aussi important d'avoir une ouverture d'esprit. Et même par exemple, on a vu, de plus en plus en médecine, on ajoute les cours personnes, santé et société pour un peu développer cet esprit critique du médecin et pour une sensibilité. Et moi, par exemple, c'est des cours que j'avais vu, justement c'est des cours que j'avais vus en sciences politiques et sociales. Du coup, ça m'a tout de suite parlé. Et je trouve que c'est super important aussi pour un médecin d'avoir des notions là-dedans, quoi. Je pense que on pourrait vraiment améliorer les relations entre le médecin et le personnel soignant avec des cours comme ça. Moi, je trouve que c'est très enrichissant d'avoir d'autres parcours. Et toi, Guillaume? Moi, je te dirais que l'hybridation, certes, ça représente l'avenir. Après, c'est pas forcément fait pour tout le monde parce qu'il faut aussi le vouloir et être un petit peu touche à tout. Donc, moi, dans le monde de la santé, il est vrai qu'à la base, j'avais fait infirmier
Et Dieu sait que j'aurais adoré pratiquer et que la clinique, c'était vraiment ce qui comptait le plus pour moi. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais une possibilité, une opportunité pour changer un peu de trajectoire. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, j'ai peut-être un coche à prendre. Le métier d'infirmier, je pourrais y retourner à tout moment. C'est aussi ce qui est pratique avec ce métier, c'est cette capacité que ça t'offre à pouvoir toujours y retourner quelque part. Et puis, c'est pas dans ce milieu-là qu'on va manquer de travail, quoi. Maintenant, est-ce que c'est extrêmement important et quelle place on peut laisser à l'hybridation? Bah, je pense que c'est un petit peu l'avenir, mais c'est très lié à notre génération. C'est très lié à notre génération, pardon, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'opportunités, on a beaucoup plus quand je dis d'opportunités, c'est plus de chemins qui nous sont offerts. Oui, Quand des on ponts. regarde, exactement, on a beaucoup plus de ponts qui peuvent être refaits, même quand on regarde maintenant avec tout ce que nous offre le web, l'audiovisuel, etc. Bah, on a énormément de possibilités de pouvoir faire en sorte que les choses se croisent. Maintenant, il faut bien faire ses choix, et c'est ça toute la question. Et c'est aussi pour ça qu'on est là tous les quatre, parce qu'on a tous eu cette réflexion de moment ou à un autre. Un petit peu comme toi. Et du coup, c'est là où je te retourne la question. Non, alors je rejoins tout ce que vous dites. Effectivement, je pense que c'est une immense chance qu'on a que des ponts soient érigés comme ça entre les diverses disciplines et de nous donner la possibilité de circuler entre elles. Après, je te rejoins aussi, Guillaume, il faut faire attention à ne pas se perdre parce que du coup, il y a beaucoup de choses et il ne faut pas perdre de vue quand même un certain objectif parce que sinon, on passe toute notre vie à étudier. Mais effectivement, ça apporte une plus-value. Moi, je me retrouve beaucoup je me retrouve beaucoup dans ce que dit Ardit concernant les liens. C'est vrai que quand j'ai commencé la psycho après les études d'infirmier, on aborde des concepts qui sont très théoriques, très abstraits. Et d'avoir déjà eu une expérience de terrain, ça m'a beaucoup apporté dans les liens que je pouvais faire en me disant, ah, bah, tiens, oui, effectivement, ça, je l'avais rencontré, on connecte différemment. Et en fait, il y a une espèce d'échange dynamique comme ça entre les deux matières. Et puis, ce qui est aussi sympa de constater, c'est que même pour toi, Rezal, pour deux matières qui semblent pas forcément très liées, on observe aussi cet échange dynamique. Donc, je vois ça comme quelque chose de très positif, avec des belles opportunités, mais effectivement, attention à ne pas se perdre. Tu penses que c'est à partir de quand qu'on se perd? J'en sais rien. Vous avez une idée, vous? Bah, je pense que c'est quand tu commences une formation, tu la finis pas. Et Ouais. Ouais. T'en recommences c'est une et un tu cycle finis en pas fait et qui, tu tu sais, qui recommences se ça. répète. Ouais. Puis finalement, au final, tu as recommencé plein de formations, mais terminé aucune. Ouais, c'est vrai. Et alors, est-ce que ça peut être une perte de motivation soudaine, un manque de persévérance, t'es pas sûr de ce que tu veux en fait. Du coup, t'essayes un peu, tu cherches sur ton pied, puis finalement, bah. Ouais, on est dans une Pas démarche tout sûr. différente. On est dans une démarche différente. Voilà. On n'est pas quand on parle d'hybridation, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on n'est pas dans une recherche d'identité. On est vraiment sur la construction d'un profil qui nous convient et qui est en adéquation avec nos valeurs pour ensuite aller sur le terrain. Et effectivement, je pense que là, comme tu dis, aller au bout des choses, c'est central pour pas se perdre dans tout ça. Ouais, mais après, tu vois, on est aussi un petit peu jeune quand on doit choisir sa première formation. Donc ça, c'est aussi ce qui amène parfois à ne pas aller au bout des choses. Bien sûr. Et c'est ce qui est revenu plusieurs fois là pendant cet épisode. C'est-à-dire qu'on parle énormément de maturité, on parle énormément pas de rigueur, mais on a utilisé à plusieurs reprises le terme discipline, merci, j'allais dire conscienciosité. Mais c'est aussi ça qui est... Je sais pas si c'est une chance, je dirais que oui, c'est une chance pour nous de pouvoir expérimenter plusieurs formations à la fois, de pouvoir trouver, comme l'a dit Ardit, chaussures à ton pied, au fur et à mesure. Bien, je pense que nous arrivons gentiment à la fin de cet épisode. Donc, dans un premier temps, mon cher Simon, as-tu quelque chose à ajouter? Non, bah alors j'étais ravi de co-animer pour la première fois cette émission avec toi, mon cher Guillaume, et puis c'était un plaisir d'avoir un échange dynamique entre nous quatre. Donc merci pour ça, Ardit et Rezal. Ouais, merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Eh bien Simon, moi aussi je te remercie. Merci également en mon nom à Ardit et à Rezal.
pour avoir participé à cette émission. Est-ce que je peux peut-être vous laisser un petit mot pour la fin? Alors, s'il y a des personnes qui voudraient un jour se lancer dans la médecine, réfléchissez si bien avant, mettez les points positifs et les points négatifs, on va dire, de façon à ne pas vous retrouver un peu démuni quand vous débarquez dans la première année. Donc prenez vraiment le temps d'y réfléchir, puis d'être d'accord avec vous-même d'abord. Et ensuite, une fois que vous êtes fixé sur vos objectifs, persévérez. Vraiment, il faut persévérer au maximum, parce que je pense que tout le monde peut y arriver, mais c'est plus une question de travail que d'être un génie ou pas. Rezal, est-ce que je peux te laisser également peut-être un petit mot pour la fin? Moi, alors, ce serait pour les personnes qui regardent et qui sont pas contentes de ce qu'ils font. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour changer de voie. Magnifique. Eh bien, encore une fois, merci à tous nos auditeurs et auditrices pour avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Et je vous dis, pour encore une fois, à bientôt, j'espère.